Nicolas Sédou, le directeur de la Fondation du Plan d'Émile, Mémoire et Éducation. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je voudrais bien sûr remercier Chantal Koenig, Benoît Ostertag et Georges Tulpa, avec lesquels nous avons préparé et qui ont eu la gentillesse de solliciter Alain Chouraki, le président fondateur du Plan d'Émile, qui est en intervention aux Pays-Bas en ce moment même, raison pour laquelle on n'a pas pu être présent. Et je suis très heureux à ce titre, comme nous le faisons très régulièrement, de venir travailler avec une association d'éducation populaire historique pour plusieurs raisons, notamment parce que, vous le verrez, depuis son ouverture en 2012, la Fondation du Camp d'Émile se considère et s'est construite comme un espace et une institution d'éducation populaire et tenter de vous expliquer pourquoi, parce que ça peut apparaître comme contre-intuitif quand on a une vision d'un site mémorial classique. Et donc, je vais aussi vous présenter, pour traiter le sujet qui nous a été proposé, de fraternité et démocratie, ne pas rentrer sans doute ce que vous attendiez, mais par une entrée juridique. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, comme expert du droit constitutionnel français, traiter les décisions du Conseil constitutionnel, notamment celle de 2018, qui consacre juridiquement cette notion, ou reprendre les thèses solidaristes de Léon Bourgeois, qui imprègnent bien des parcours républicain tout au long du XXe siècle, et essayer de vous montrer comment un travail scientifique base d'une structuration de parcours mémoriaux et éducatifs structure les activités d'un site mémorial comme celui du Camp d'Émile, et en quoi, par une forme de pensée latérale, on peut venir évoquer. Quand je dis on peut, c'est pour euphémiser mon propos, puisque c'est l'un des objectifs principaux de notre institution, de notre fondation, articuler ces deux notions et surtout essayer de les traduire en actes. La Fondation du Camp d'Émile, comme je vous le disais, a été créée pour gérer et abriter, animer un monument historique dont vous avez une première approche devant vous sur cette photo. Le camp désormais appelé le Camp d'Émile, qui est une ancienne usine de fabrique de tuiles et de briques. Je reviendrai sur son histoire, qui a été construite à la fin du XIXe siècle à Aix-en-Provence, dans le quartier d'Émile, à quelques encablures de Marseille, construite par une famille de la bourgeoisie catholique marseillaise, la famille Rastouin, pour évidemment développer l'industrie de la fabrique des tuiles et des briques, usine qui est une innovation technologique dans sa structuration à l'époque et dans les moyens de production qui sont mis en œuvre dans cet espace, et qui, ce lieu ordinaire de travail, va devenir entre 1939 et 1942 un lieu extraordinaire. Je vais vous en dire quelques mots. Et cette usine est devenue en 2012 une fondation qui anime, gère, propose différentes activités, notamment celle de faire vivre un site mémorial, et qui attire et qui accueille entre 100 et 121 000 visiteurs par an. Plus de la moitié de ces visiteurs sont des jeunes, de toutes les jeunesses, notamment des scolaires, mais pas seulement, et également d'autres types de populations, de publics, puisque cette fondation est à la fois donc un musée des sciences de l'homme et de la société, un musée au sens classique du terme, un site mémorial, mais aussi un organisme de formation professionnelle, une institution culturelle, un auditorium de près de 300 places avec une programmation artistique et culturelle, et puis un laboratoire de recherche, également des activités d'intervention extramuros dans toute la France et même dans le monde entier, avec une activité internationale, j'y reviendrai, très nourrie, à la fois parce que nous sommes impliqués dans une diplomatie douce, pour ne pas utiliser le terme de soft power, dans différentes institutions internationales,
et puis par les travaux de recherche qui sont conduits par nos équipes et notre conseil scientifique. Alors, je vais donc vous expliquer, tenter de vous présenter en tous les cas ce qui fait qu'aujourd'hui, le directeur de la Fondation du Camp des Milles est légitime pour venir traiter, plancher sur le thème de fraternité et démocratie. Vous allez voir pourquoi, parce qu'à la fois par rapport aux faits historiques et mémoriaux qui s'y sont déroulés, la dimension historique et mémorielle est au cœur du socle scientifique de la Fondation, mais aussi et presque surtout par ce qui fait le caractère international et unique au monde de ce site, c'est la proposition scientifique qui est présentée à tous les visiteurs et qui s'appelle le volet réflexif, je vais y revenir, qui est une modélisation scientifique convoquant l'ensemble des sciences humaines et sociales et qui vise à répondre à une question qui est construite à la suite d'une affirmation, d'une indignation de l'après-deuxième guerre mondiale. Plus jamais ça, l'équipe scientifique de la Fondation essaie de répondre à une question reformulée, problématisée, dirions-nous de manière un peu fat en tant que scientifique, comment plus jamais ça? Et pour tenter de répondre à cette question, une modélisation a été présentée et je vais la décrire dans un instant. Et c'est sur cette base qu'effectivement, l'articulation entre différents principes de notre démocratie et de notre République sont déclinés de manière volontariste dans les actions que nous déployons. Alors, le Camp des Milles a été, je vous le disais, créé sous la Troisième République, dans un espace qui est un lieu ordinaire de travail, disais-je, une ancienne usine qui est désaffectée à ce moment-là parce qu'à cause de la crise économique, elle a dû fermer ses portes. Et donc, la Troisième République, pendant la drôle de guerre, décide de réquisitionner ce camp, et ce camp va être successivement un camp d'internement, de transit, puis de déportation sur une période assez courte, entre 1939 et 1942. Donc, cette usine est vide, elle est choisie par le gouvernement français, républicain, pour, entre septembre 1939 et juin 1940, interner les sujets ennemis. Quels sont ces sujets ennemis? Le gouvernement, pendant la drôle de guerre, n'est pas tellement omnubilé par la question du conflit armé qui est en train de se déclencher, assuré qu'il est par la ligne Maginot, mais obsédé par la cinquième colonne, c'est-à-dire par les espions à la solde des nazis qui seraient sur le territoire français, et notamment au sein de personnes qui ont été accueillies dans les années 30, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler et des nazis, et qui ont fui l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, et qui ont trouvé asile politique en France, qui ont été accueillis par la République pour ces raisons-là. Et un certain nombre de ces personnes, que nous sommes dans le sud de la France, habitent dans le sud de la France parce que bon nombre d'entre elles sont des intellectuels, des artistes, des chercheurs, plusieurs prix Nobel d'ailleurs, et y compris, vous voyez, Marseille, Aix-en-Provence, Toulon. À côté de Toulon, il y a un petit désormais plus si petite que ça comme commune, qui s'appelle Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer, par exemple, qui était appelée pendant cette période la Petite Allemagne, étant les personnes qui avaient été accueillies dans les années 30 étaient formées communautés et étaient accueillies dans cette commune. Donc, ce sont ces sujets ennemis qui sont internés, d'ailleurs, sont assez surpris, pour ne pas dire sidérés, par les convocations qu'ils reçoivent des gendarmes, quand ce ne sont pas les gendarmes qui vont les chercher manu militari, pour leur demander et pour exiger qu'ils rejoignent le camp des Milles. Donc, ayez en tête que dans les deux premières périodes, ce sont près de 39 nationalités qui fréquenteront le camp des Milles, qui seront internées. Donc, 39 à juin 40, l'internement de sujets considérés comme ennemis. Juin 40, la défaite, le régime de Vichy est instauré, Pétain prend le pouvoir, et donc de juillet 1940 à juillet 1942, ce camp d'internement devient également un camp de transit
pour les opposants et les indésirables. Les opposants à Pétain, grosso modo, qui étaient des antinazis, des syndicalistes, d'anciens combattants de la guerre d'Espagne, et qui sont internés aussi à partir de juillet 40. Certaines personnes sont présentes y compris pendant la première période. Mais je vous prie de considérer que dans ces deux premières périodes, le critère de la judéité n'est pas le critère principal. En revanche, à partir d'août et septembre 42, le camp change totalement de nature, puisque le gouvernement de Vichy décide de livrer plus de 10 000 personnes juives aux nazis. Des rafles sont organisées dans le sud de la France, en zone non occupée, et 2000 personnes femmes, hommes et enfants, sont raflées, sont internées au camp d'Émile, et ils seront déportés pour y être assassinés à Auschwitz. Là aussi, un point très important, je viens de l'évoquer, mais tous ces faits, tous ces événements qui se sont déroulés ont été sous seule autorité française. L'armée nazie n'interviendra en zone non occupée qu'à la fin de 1942 et arrivera dans le sud de la France, vraiment à Aix, à Marseille, toute fin 1942, et puis début 1943, ils commencent d'ailleurs à Marseille, les rafles à Marseille, et la destruction du Vieux-Port, etc., etc. Donc, c'est sous seule autorité française que ces déportations se déroulent, pilotées par un intendant de police, des intendants de police, le nom ancien pour préfet de police, et par des gendarmes et militaires français. Voilà ce qui s'est déroulé dans cette ancienne usine, qui va reprendre son activité, dont l'activité, si je peux me permettre cette expression, s'arrête en octobre 1942. Après les déportations, le camp n'est plus un camp. Il est à la fois vide, il ne sera même pas utilisé par les armées nazies, l'armée nazie qui envahira la zone non occupée. En revanche, elle reprendra son activité industrielle à la Libération, grâce aux subsides de guerre, grâce au plan Marshall, et cette usine continuera à fabriquer des tuiles et des briques et fermera ses portes, entendez bien, en 2006. La fondation, le site mémorial, ouvrira ses portes en 2012. Et pendant toutes ces années, jusque dans les années 80, c'est dans un silence total, comme bien des espaces en France de sites et d'anciens camps, que cela va se dérouler. L'activité industrielle, alors pour plusieurs raisons. D'abord, une méconnaissance de ce qui s'est déroulé. Deuxièmement, un déni des autorités administratives, même au plus haut niveau de l'État, y compris au niveau de la préfectorale. Ce qu'on appelle le voisinage, quand on analyse des crimes de masse, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides, hein, le voisinage est très important. Vous avez toutes et tous en tête ou en souvenir le film de Lanzmann, hein, qui le montre très bien, ou encore récemment la disparition du documentariste Crime et Châtiment, et qui, non c'est pas ça, mais ça va me revenir, qui montre très bien l'importance du voisinage, à la fois dans la façon dont est organisé le camp, mais aussi dans le silence qui s'impose à la fin de ces activités terribles. Donc, c'est dans les années 80 qu'incidemment, un préfet, un sous-préfet, le sous-préfet d'Aix, doit signer un arrêté préfectoral de démolition d'un des bâtiments de l'usine, parce que la voie publique doit être agrandie, et il se souvient qu'il a vu des morceaux de fresques picturales dans un des ateliers de menuiserie de cette usine quand il l'a visité, et il suspend son geste et il commence à donner quelques coups de téléphone, parce que il pressent, sans vraiment le savoir, que cette usine a eu une histoire particulière. Et de fil en aiguille, de coup de fil en coup de fil, il a différentes associations, y compris les associations de rescapés ou de fils de rescapés, ne sont pas du tout au courant
Ce sont des Juifs d'Afrique du Nord qui leur famille n'était pas présente dans les années 40 à Aix-en-Provence. Et puis, il a un avocat, Sidney Chouraki, le père d'Alain Chouraki, qui donne ce dossier à son jeune chercheur de fils au CNRS et qui commence à tirer le fil des chevaux et qui demande au ministère de la Culture, puisqu'il y a ces fresques, de prendre un arrêté suspensif des travaux en inscrivant ce monument sur la liste provisoire des monuments historiques. Voilà comment, par quasiment un hasard, ce site a été sauvé et ces militants de la mémoire, ces cherchants qui vont aller solliciter certains historiens pour en savoir plus, qui vont commencer à éplucher les archives de cette usine, vont se rendre compte qu'il y a effectivement il y a eu des internés, mais dès le départ, sans pouvoir imaginer qu'il y avait eu des déportations durant l'été 42, et c'est le travail scientifique qui s'en est suivi qui l'a mis en exergue. Donc vous voyez, l'usine reprend son activité, elle ferme en 2006, je vous passe les détails sur l'acquisition des biens, etc. Ce site a failli être plusieurs fois démoli. Je vous disais, le ministère de la Culture, l'arrêté ministériel d'inscription sur la liste provisoire des monuments historiques arrive le vendredi avec des motards de la police. Les bulldozers sont présents pour démolir le site le lundi matin. Et puis, on a une forte réticence, pour ne pas dire une opposition, de la haute fonction publique à ce que ce site soit créé, soit ouvert au public et évoque la déportation. On a même des courriers de fonctionnaires de l'époque qui disent que les premiers travaux qui mettent en évidence qu'il y a eu des déportations sont une falsification de l'histoire, qu'il n'y a jamais eu de déportation sur ce site. Donc, vous voyez, c'est un lieu très, très important. Donc, voilà, sur cette courte période, comment ce qui s'est déroulé sur le camp d'Élie. Et donc, les visiteurs, sur plus de 15 000 mètres carrés, vont venir à la fois découvrir les faits historiques qui sont déroulés, contextualisés, hein, avec évidemment dans le cas de la montée des périls en Europe, pour bien comprendre comment ce lieu est devenu un lieu Shoah, il faut l'expliquer, donc ce volet historique, dans le site même de la Fondation, un volet mémoriel, c'est-à-dire la façon dont les internés et les personnes déportées ont vécu et ont souffert, mais ont également résisté. Et notamment, je vous disais qu'un certain nombre de personnes internées étaient des intellectuels, des artistes, des écrivains, des scientifiques, et ils ont, après la phase de déni, de surprise de leur internement, dans les deux premières périodes, la troisième période étant un peu différente, enfin essentiellement différente, ont fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire ont créé. Et donc ils ont créé, y compris sur les murs même, vous voyez un peu apparaître là, très fugitivement, assez loin, ils ont créé, y compris sur les murs même de l'église, de l'usine, des fresques, des peintures. Là, vous avez par exemple une photo d'un cabaret qui était utilisé la nuit par les internés, qui s'appelle Die Catacombes, du nom d'un cabaret berlinois anti-nazi qui avait été fermé par Hitler, et avec du troc à la vue, à la barbe des gardiens dans un premier temps, et puis ensuite qui les laissait faire, parce que les gardiens avaient bien compris que ces personnes n'étaient pas dangereuses, qu'elles n'avaient aucun intérêt à fuir, puisqu'elles n'avaient pas de papier, qu'elles ne savaient pas où aller. Et donc, ces artistes ils ont créé aussi des, des œuvres musicales, ils ont donné des concerts, il y avait des conférences d'éducation populaire, en tous les cas, elles ne s'appelaient pas comme ça, mais des conférences pour expliquer, puisqu'il y avait un des inventeurs de la pénicilline, de plusieurs prix Nobel, comme je vous le disais, donc des conférences, tout ça dans un domaine complet. Ce n'était pas un centre de loisirs ou une activité associative entre personnes bien portantes, dans des conditions terribles de plus de 15 000 personnes qui sont internées en même temps, avec deux toilettes, avec une nourriture qui n'existe pas, et qui sont des locaux industriels, ils ne sont pas prévus pour héberger autant de personnes, donc c'est dans de la paille,
et avec quelques briques qui peuvent séparer les couchages, et avec bien évidemment tout ce que vous pouvez imaginer en termes de problèmes d'hygiène et de santé, la dysenterie qui s'installe, et sur 4 étages. Imaginez quand vous avez peut-être dysenterie en pleine nuit, dans la nuit noire, ce que ça peut avoir comme conséquence quand les planchers sont en bois, et donc avec cette des maladies, des virus. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là que cette forme de résistance par l'art ont été mises en œuvre par les internés. Et donc c'est un des angles de notre programmation et de notre travail scientifique. Donc ce volet mémoriel, donc vous appréhendez un peu de loin, vous voyez ces grands espaces que nous avons souhaité garder de manière brute pour que les visiteurs ressentent ce que pouvaient ressentir les internés puis les déportés, puis le wagon qui existe toujours, puisqu'il a été, grâce à une souscription syndicale, celle de la CGT de la SNCF, a permis à la fois d'acquérir ce wagon, de le restaurer, et ça a été, avant même que le site n'ouvre en 2012, le lieu des premières manifestations, explications, expositions concernant les faits qui se sont déroulés au camp de Lille. Et puis, troisièmement, un volet réflexif, je vous en parlais dans mon introduction. Ce volet réflexif, c'est donc une proposition qui vise à répondre à la question « Comment plus jamais ça ?» Donc, le conseil scientifique, emmené par Alain Chouraki, a problématisé la question de la manière suivante. Les engrenages et les processus qui ont abouti à la Shoah dans les années 90, 2000, 80, 90 sont déjà bien connus par les historiens. Ils ont été pointés, ils ont été mis en évidence. Et la question est, est-ce que ces mécanismes qui ont conduit une société à un moment donné de son histoire, la société allemande, à basculer vers le pire, sont des processus uniques dans l'histoire de l'humanité, propres à cette période-là, et qu'on ne peut considérer que comme cela, ou est-ce que ces mécanismes, ces processus pourraient être retrouvés à d'autres périodes de l'histoire, dans d'autres génocides, sur d'autres continents? Et donc, c'est ce travail qui est engagé par le Conseil scientifique, qui est international, plus de près de 40 personnes, qui reprend toutes les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire pas que des historiens, également des psychosociologues, des économistes, des philosophes, des anthropologues, des juristes bien sûr, et qui va mettre en évidence que des mécanismes communs sont pointés, repérés dans d'autres génocides que le génocide des Juifs, c'est-à-dire dans le génocide des Arméniens, le crime à caractère génocidaire des Tziganes, la Shoah bien sûr, et le génocide des Tutsis au Rwanda. Sur cette base-là, le repérage a été, le pointage a été fait de ces différents processus. Ils ont été critériés et modélisés. C'est la modélisation, je vais vous la présenter dans sa forme synthétique dans quelques instants. Et donc, l'équipe scientifique du camp des Lilles a mis en évidence un modèle intergénocidaire et pluridisciplinaire tiré des leçons et du travail historique et des sciences humaines qui a été mobilisé. Et donc, il est assez innovant parce qu'à la fois, il mobilise des sciences humaines et sociales, et y compris au sein même du travail historique, un travail d'histoire comparative est mis en œuvre qui n'est pas obligatoirement le modèle dominant à l'époque. Donc, vous l'avez compris, les visiteurs viennent, volet historique, volet mémoriel, et ils découvrent cette proposition qui s'appelle le volet réflexif, ce modèle intergénocidaire et pluridisciplinaire, qui est présenté de cette manière-là, cette modélisation sous la forme d'une arborescence, on appelle ça l'arbre couché, notamment pour les scolaires, et qui, idéal typé, vous vous en rendez compte, et qui montre comment une société peut, à un moment donné de son histoire, basculer en 3 étapes vers le pire. Et
c'est cette schématisation, cette structuration en trois étapes qui est présentée. Là, voilà. La société, dans son état stable, nous l'avons dénommé le terreau. Le nom de cette étape, c'est le terreau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des préjugés, des conflits, il y a du racisme, l'antisémitisme, etc. Mais tous ces processus sont, bon an, mal an, régulés par l'état de droit démocratique. Mais à un moment donné de son histoire, disais-je, notamment lors de crises et de déstabilisation, donc à la fois des éléments qui peuvent être endogènes et exogènes, un engrenage va être déclenché et qui va faire passer en trois étapes cette société vers le pire. L'étape 1 est l'émergence de l'extrémisme identitaire avec un certain nombre d'indicateurs. La deuxième étape de la démocratie au régime autoritaire, là aussi, et j'y reviendrai, il y a deux séquences dans cette étape 2. Et dans l'étape 3, c'est l'extension des persécutions et des menaces pour tous, là aussi avec un certain nombre de caractéristiques. Alors, ce que vous voyez, je l'espère, de pas trop loin, c'est que ces processus, ces engrenages, chacun des indicateurs qui sont présents sur ce modèle sont appareillés scientifiquement. Parce qu'ils ont été identifiés dans chacun des génocides qui ont été étudiés par la pandémie. D'autres historiens, d'autres sociologues, il y a d'autres moments dans l'histoire qui auraient pu être étudiés pour plusieurs raisons, j'aurai peut-être l'occasion d'y répondre, de l'évoquer. Ce sont ces génocides qui ont été étudiés. Vous voyez qu'il y a des points rouges qui sont sur les branches de certaines phases de cette arborescence. C'est le mot résistance qui est indiqué et qui montre que dans l'histoire étudiée, il y a des processus de résistance, de frein à ces engrenages qui sont donc résistibles. Et donc qui montrent comment, y compris dans l'étape 3, qui est la plus compliquée, la plus difficile pour les individus, pour les libertés, pour leur intégrité physique, des résistances existent. Elles ne sont pas évidemment de même nature. Et bien sûr, c'est le travail qu'on fait avec nos militaires, avec nos États, avec des hauts fonctionnaires, avec des forces de l'ordre, d'identifier qu'effectivement, il est plus facile, aisé d'enclencher des mécanismes de résistance dans le terreau que dans l'étape 3. À partir de ce travail, dont vous aurez compris qu'il ne... c'est une proposition, une modélisation. Le passage du terreau à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3 ne se fait pas de manière précise. C'est des tendances. Il n'y a pas une petite clochette qui vient dire pouf, attention, ding dong, on passe à l'étape 2. Donc, c'est bien la structuration de cette dimension réflexive, de ce récapitulatif, un schéma récapitulatif du processus qui est proposé. Et donc, c'est à partir de ce travail que nous déclinons un certain nombre d'activités, de formations, d'ateliers, et qui fait le lien et qui met la lumière sur ces différents processus. Un certain nombre de sciences humaines et sociales, vous disiez, sont convoquées, et j'attire l'attention sur un certain nombre d'entre elles, notamment les grandes expériences psychosociales qui ont été mises en œuvre, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de comprendre comment tout un groupe avait pu basculer vers le pire. Et ces grandes expériences et les résultats de ces expériences psychosociales sont mobilisés, bien sûr, dans le volet réflexif. Alors, tiré de ce travail, nous avons, avec notre équipe scientifique, quelques années après, notamment avec Philippe Mossé, qui est directeur de recherche au CNRS, économiste de notre conseil scientifique, on s'est posé la question, est-ce que ce volet réflexif que vous venez de voir pourrait être quantifiable? Alors, vous savez, c'est désormais un peu éculé ce que je vais évoquer devant vous, mais il y a encore quelques années, il y avait une opposition frontale dans les sciences humaines et sociales entre les quantitativistes et les qualitativistes.
en opposé, ça existe encore, notamment en sociologie, mais pas seulement, surtout travailler sur les chiffres, les grandes enquêtes, etc. Et puis, celles et ceux qui travaillaient au contact des individus et faire de la sociologie de manière sous-marine, etc., etc. Aujourd'hui, ce sont des débats qui existent toujours, qui nourrissent la recherche, mais qui sont dépassés. C'est évidemment les deux qui sont mobilisés selon les typologies de recherche et la sensibilité des chercheuses et des chercheurs. En tous les cas, un des objectifs a été d'essayer de repérer les indicateurs qui nous permettraient de quantifier cette évolution possible, putative, entre le terreau, étape 1 et 2, aujourd'hui. Et donc, Philippe Mosset et notre équipe a identifié, plutôt que de créer un agrégat nouveau, il est allé chercher des agrégats qui existaient déjà à l'INSEE, à la CNCDH. D'ailleurs, le rapport annuel à la CNCDH évoque, y compris d'un indicateur qui a été inventé autour de l'équipe de Vincent Tibéry, par exemple, sur l'indice de tolérance. Donc, nous reprenons les chiffres de la CNAF, mais aussi les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les crimes racistes, antisémites, xénophobes, etc. Et mettant ça en opération dont il a le secret, un secret qui est quand même assez transparent, c'est les indicateurs, permet donc de sortir un élément et qui montre que depuis 1990, jusqu'en 2023 et 2024 se confirment, les risques pour la démocratie, puisque cet indice s'appelle le HARD, acronyme qui veut dire Analyse alerte républicaine et démocratique, est multiplié par 6. Alors pourquoi 1990? Parce qu'avant 1990, les indicateurs que nous utilisons n'étaient pas tout à fait stables. Ils le sont à partir de 90. Donc vous voyez, et comme le dit souvent Alain Chouraki, si les premiers chiffres, il y a 4-5 ans, quand on a commencé le HARD, avaient été significatifs mais pas frappants, on aurait gardé ce travail-là pour nous, ça aurait nourri nos articles au conseil scientifique. Mais là, les chiffres étaient tellement contrastés que, et le trend que vous voyez, cette hausse moyenne qui est indiquée en pointillé, que nous avons décidé de l'intégrer, y compris dans le parcours muséographique, dans le volet réflexif. Alors, il y a une double détente dans cet indicateur, c'est-à-dire que c'est à la fois la quantification avec la courbe, mais on vient y plaquer, comme lunette, le schéma, le terreau et les 3 étapes, pour essayer d'identifier et de répondre à la question que vous me poseriez si je ne l'évoquais pas maintenant, où en sommes-nous, nous, société française? Et donc, vous voyez que en pointillé, ce chiffre aboutit à l'étape 2, et cette étape 2, dans le travail qui a été fait, cette étape 2 est composée de 2 séquences, donc vous voyez sans doute un peu loin, donc je vais vous les lire, séquences avec des indicateurs principaux qui la constituent, que je vais vous citer. Dans cette séquence 1, de l'étape 2 qui va de la démocratie au régime autoritaire, la séquence 1, c'est perte de repères, rejet des institutions et des élites, radicalisation avec un S, N, désordre, agression, pouvoir débordé. Ça, dans le travail historique qui a été fait sur les 4 génocides, c'est les indicateurs principaux de la séquence 1 de l'étape 2. Et il y a une séquence 2 de cette étape 2, c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur une ligne de crête aujourd'hui, puisque les caractéristiques de cette séquence 2 sont fin de l'état de droit par la force ou par lésion, liberté, médias contrôlés, internements arbitraires. Donc, avec ce HARD, qui est un élément de tentative de quantification, pour notre conseil scientifique, nous sommes au milieu de cette étape 2, donc sur cette ligne de crête. Alors, je l'évoque tout de suite, le volet réflexif et la présentation ont comme objectif d'éviter 2 écueils principaux. Le premier, c'est celui du déterminisme historique.
pour le dire rapidement, voire vulgairement, comme si la Fondation, il serait faux de penser que la Fondation a inventé une martingale qui permettrait désormais, certes, de comprendre le passé, mais surtout d'avoir un effet prédictif assuré de l'avenir. Alors, le dire comme ça, c'est évidemment, ça paraît totalement farfelu, mais vous savez que dans l'histoire, bien des propositions scientifiques charpentées, hein, parlaient de déterminisme historique de manière linéaire, mécaniste. C'est pas du tout évidemment dans cette filiation que nous nous inscrivons. Et nous voulons surtout l'éviter, d'où le fait que je l'évoque devant vous. Puis le deuxième écueil important, faute lourde pour un chercheur, et même pour un cherchant, c'est l'anachronisme. C'est de juger, d'apprécier, analyser c'est une autre chose, mais juger, apprécier à la lumière des connaissances acquises aujourd'hui, des faits historiques qui se sont déroulés effectivement dans le passé. Et d'en tirer des leçons précises, souvent doctes. Et c'est ce qui fait la différence entre le chercheur, l'historien, le sociologue, le psychosociologue et l'essayiste, le polémiste, qui va utiliser l'histoire pour venir étayer un propos idéologique, bien souvent instrumentalisant par là même les faits historiques dont il se prévaut. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux écueils. Donc, le volet réflexif n'est pas, il ne vient pas valider le fait que l'histoire se répète de manière mécanique. Pas du tout. En revanche, il y a quelques indicateurs qui sont frappants. Je viens de vous parler des caractéristiques de la séquence 1 et de la séquence 2 d'état 2, sans faire d'anachronisme. On est frappé par ce qui peut être caractérisé comme une alerte, et notamment pour la démocratie. D'où les questions, vous avez lu l'effet entonnoir de ma présentation, voilà pourquoi, dès l'origine, dès la présentation de ce volet réflexif, l'un des objectifs de la Fondation, c'est de travailler sur l'éducation à la citoyenneté. Parce que le volet réflexif montre comment, dans l'histoire que nous avons étudiée, nous en tant que choix, qui avons essayé de voir s'il existait ou pas, dans le champ scientifique, des processus que nous pourrions considérer comme universels au titre de la science que nous mobilisons, on voit comment les extrémistes dans ces périodes historiques se sont nourris comme un carburant des haines, des xénophobies, des racismes, et pour ce qui est d'Europe, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'antisémitisme, qui joue comme un carburant, qui a joué comme un carburant, et les Tutsis et Hutus sur les haines, etc. Et on peut le reprendre sur chacun des génocides. Et nous l'argumentons et nous le démontrons jusqu'à ce qu'on vienne scientifiquement nous démontrer le contraire. Et donc, ce travail autour des extrémismes identitaires, nationalistes ou religieux, autour de ces radicalisations, vous voyez qu'on évite de radicalisation au singulier, il y a une forme d'essentialisation aujourd'hui quand on parle de radicalisation au singulier, donc on met un S, dans l'histoire, sont des éléments qui ont abouti à un affaiblissement progressif mais rapide des processus démocratiques là où la démocratie existait, et notamment dans le second cercle, dans l'étape 2. Et donc, ce sont des indicateurs, des clignotants, nous appelons ça des clés de compréhension, que nous essayons de transmettre et d'expliquer à nos visiteurs, non accompagnés d'une analyse ou d'un message tout fait qui viserait à penser à la place des individus, mais évidemment pour susciter l'esprit critique et s'interroger sur l'état de la société aujourd'hui. D'où ce rapport important pour nous à l'éducation à la citoyenneté, et un certain nombre d'activités et d'ateliers et de formations sont proposés à nos visiteurs. Alors, j'ai essayé rapidement de pointer et de faire le lien évidemment avec les questions qui nous occupent et qui vous occupent pour cette journée, ce week-end de travail. Alors, je vous le disais, la question des extrémismes identitaires dans l'histoire ont été des facteurs importants d'accélération de ces engrenages. Je peux parler de l'antisémitisme et du racisme, notamment pour l'antisémitisme dans la période européenne,
Et on voit bien que lorsque les questions identitaires deviennent des obsessions dans le débat public, elles, elles mettent, elles fracturent la société et elles altèrent les processus démocratiques. Bien sûr que les questions identitaires et communautaires font partie des liens d'affiliation des individus, quand ils sont pondérés, quand ils ne constituent pas une obsession et le prisme au travers duquel tous les rapports sociaux et politiques sont analysés. Je vous le disais, on est aujourd'hui au milieu de l'étape 2, d'un point de vue scientifique, du point de vue de notre analyse, donc sur ce risque de basculement vers un régime autoritaire. Et donc, régime qu'on peut qualifier d'illibéral pour les uns, autoritaire pour les autres, autocratique, etc. Attirer votre attention qu'aujourd'hui, au moment où nous constatons une explosion des actes antisémites dans notre pays, en Europe et dans le monde, ce que nous pouvons noter dans l'histoire européenne, c'est que l'antisémitisme a toujours été un thermomètre, un alerte, un baromètre de la démocratie, un avertisseur d'incendie et symptôme annonciateur dans la proposition scientifique qui a été faite d'un basculement très rapide dans l'étape 3. Mais également que, ça c'est très important pour nous, que les résistances existent pour freiner ces processus et on aura l'occasion, j'imagine, de l'évoquer. Et aujourd'hui, toute forme d'action dans une période de crise et dans une période d'instabilité prend une importance toute particulière. C'est pour ça que l'un des publics cibles pour nos actions de formation, de sensibilisation, concerne les forces de l'ordre depuis plusieurs années, gendarmes, police nationale, police municipale, gendarmerie, et aussi tous les corps d'armée au plus haut niveau, quels que soient en leurs grades et qualités, comme dirait l'autre, mais également les pompiers, et aussi les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, préfecture, sous-préfecture, des collectivités territoriales, et les dirigeants et dirigeantes d'entreprises, bien sûr, aussi, y compris l'économie sociale et solidaire, qui inclut évidemment les associations, les coopératives, les mutuelles. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure, en vous parlant des faits historiques de 1942, il y a bien un intendant de police qui est venu, durant l'été 42, vérifier que les 5 convois qui emmenaient 2000 personnes, dont des enfants, moi plus jeunes, avaient moins d'un an, être assassinés à Auschwitz, étaient bien remplis. Il a appliqué, certains l'affirmeront au procès Nuremberg, qu'il se conçoive comme un exécutant de tâches ou plus largement, y compris s'il était un promoteur de la politique pétainiste. Et cette personne était bien porteuse de valeurs, d'une éthique personnelle. Il s'est peut-être posé la question du bien fondé de ses décisions ou pas. Et donc, notre objectif avec le président Alain Chorak et vos équipes, d'aller sensibiliser le plus possible des personnes, pas seulement des personnes en situation d'autorité, c'est poser le principe que dans cette période d'instabilité, on ne peut pas considérer à la fois qu'on est sur une ligne de crête et ne rien faire, c'est de dire attention, toutes les décisions que vous prendrez, y compris dans un cas, si vous portez haut la déontologie du service public, l'importance de votre fonction, la nécessité de loyauté, d'application, ayez en tête ce qui s'est passé dans l'histoire. Essayez de prendre de la hauteur, de monter en généralité, comme on dit en sociologie, et de penser peut-être à ce moment-là au terreau et aux 3 étapes. Parce que ce que vous direz, ce que vous ferez aura plus d'importance que si vous vous situiez dans une société stable, elle est compris, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, mais régulée de manière fluide par l'état de droit, démocratique. Parce que l'état de droit, il en existe aujourd'hui en Chine, en Corée du Nord, aux États-Unis.
Est-il toujours un état de droit démocratique? Une autre question. Donc, de dire l'état de droit et les processus démocratiques, parce que la démocratie, et on en parle, et vous allez en parler en lien avec la fraternité du ordre du jour, nous en parlons, ça n'est pas simplement un bulletin de vote. Ce sont des institutions, ce sont des principes traduits dans le fonctionnement institutionnel, c'est la séparation des pouvoirs. C'est l'indépendance de la justice et des magistrats. Comme on dit, quand on dit, vous voyez, les rapports parlementaires, murmure dans la salle. L'indépendance des magistrats, l'indépendance des médias, la liberté académique, et notamment de la recherche scientifique. Donc, la démocratie, et notamment dans l'organisation juridictionnelle, dans l'édifice juridique, un juge constitutionnel qui vient vérifier que les textes fondamentaux nationaux ou que la France a signés de manière internationale sont respectés. C'est important. Et on voit dans les pays où le juge constitutionnel n'existe plus, ou disons qu'il est limité, corseté, ou n'existe pas, ce rapport est évidemment affaiblissant pour la démocratie. Alors, me direz-vous, j'espère que vous commencez à comprendre pourquoi un site mémorial s'occupe de démocratie et de fraternité. Petite parenthèse, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient visité d'autres sites mémoriaux, et notamment des sites et des camps de mise à mort, dits plus rapidement camps d'extermination. On n'utilise plus le camp d'extermination parce qu'extermination, c'est en fait valider le terme des nazis, considérer les personnes assassinées comme des nuisibles. Nous, les historiens parlent désormais de camps de mise à mort, c'est ce qu'on essaye de faire pour que tout le monde comprenne bien. Par exemple, Auschwitz. Quand vous visitez Auschwitz, quand nous visitons Auschwitz, j'étais encore il y a quelques mois pour accompagner des classes de lycée de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, on sort écrasé par ce endroit. Quid de l'humanité? Quid de l'avenir de l'humanité? Et pourtant, c'est essentiel ce qu'il y est montré. Parce que le site mémorial n'est pas un camp où les bourreaux, c'était ni un camp de travail, ni un camp de torture, ni un camp de mise à mort, mais c'est un peu la première étape du processus qui aboutit à Auschwitz. On a choisi avec le volet réflexif et en s'appuyant sur ce socle scientifique, d'ouvrir sur l'action. Pour nous, à la fin, et vous avez une photo qui montre ici la fin du parcours principal du camp Émile, on finit par le mur des actes justes, qui est un des éléments pour nous de ce que j'ai appelé une pédagogie de la fraternité, avec un point d'interrogation pour caractériser une forme d'humilité par rapport à cette affirmation. C'est-à-dire, vous le savez, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale, certains ont été reconnus juste parmi les nations, celles et ceux qui ont œuvré pour sauver des Juifs sans aucune contrepartie. Mais on dit souvent, nous, aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, que nous accompagnons, ils font un peu office de super-héros. Et il y en a 13 personnes qui ont œuvré pour sauver les personnes au camp d'Émile, ont été reconnues juste parmi les nations. Et beaucoup de personnes d'église, des pasteurs, hommes et femmes, des prêtres, des évêques, et aussi des gardiens du camp, les écouboyers, les habitants des villes, ou le pasteur Manin, par exemple, qui intervenait pour la Croix-Rouge ou pour l'œuvre de secours aux enfants. Et vous voyez, il y a une espèce de, je ne sais pas comment, à chaque fois qu'on me parle, moi, de la trajectoire d'une personne reconnue juste parmi les nations, ce qui a été fait est tellement héroïque que ça met à distance pour nous qui nous interrogeons souvent sur qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là, aurais-je été capable de faire ceci, aurais-je été capable de faire cela. Et donc on a essayé de prendre une notion plus accessible et d'essayer de la documenter, c'est ce qu'on appelle les actes justes. C'est-à-dire des actes
Je vais vous en donner un. Déjà, des actes importants parce qu'ils ont sauvé des vies, mais qui ne caractérisent pas toute la trajectoire d'un individu. Prenons l'exemple du gendarme qui, lors du dernier convoi, voit arriver, donc il y a un temps de police qui est là qui hurle et qui met la pression sur tout le monde pour que les wagons soient bien tous bourrés. Et puis ce gendarme voit une femme avec sa fille qui doit être déportée, qui doit aller dans le wagon, et il lui dit: non, mais vous devez aller à l'infirmerie. Cette personne ne devait pas aller à l'infirmerie. Il sauve deux vies. On ne sait pas ce qu'il a fait avant, on ne sait pas ce qu'il a fait après. Pourquoi a-t-il choisi cette? Nous n'en savons rien. Il a sauvé des vies. Pour nous, c'est un acte juste. Et cet acte juste, on l'explique et on le développe par différentes pédagogies pour lui donner une notion extensive et pour permettre aux personnes de s'engager dans la cité euh, autour du... Vous le voyez ici, chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. Et pour inciter tout un chacun individuellement et surtout collectivement à s'engager dans la cité pour lutter contre le racisme, contre la haine, contre les discriminations, contre l'inégalité femmes-hommes, contre la haine LGBT, contre protéger les minorités, etc. Et par un dispositif de méthodologie de projet d'accompagnement précis. Vous voyez, cette notion d'acte juste que nous avons, et donc il y a des actes justes tirés des 4 génocides sur tous les continents qui sont expliqués. Une institutrice Hutu qui cache pendant une semaine une famille Tutsi, tremblante de peur. Elle ne sauvera que cette personne, etc. Donc, et en essayant de déployer une pédagogie autour de ça. Un des points, c'est aussi de montrer que dans les processus génocidaires ou dans les processus de crimes de masse, de crimes contre l'humanité, la notion de déshumanisation est au cœur des meurtres qui interviennent après. Pourquoi? Parce que dès la phase de propagande, le fait d'appeler des personnes des rats, des nuisibles, des cafards, etc., au moment du passage à l'acte, on ne tue plus des personnes, on ne tue pas son frère ou sa sœur en humanité. On extermine, disons, un nuisible. Donc, pour essayer de toucher du doigt la fraternité, pour pas que cela reste auprès des publics que nous accueillons, au mieux, le mot qu'ils vont voir en arrivant dans le hall du temps des livres, où il y a sur des bâches liberté, égalité, fraternité, dignité, justice, laïcité. Donc, c'est affirmé pour tous les visiteurs, jeunes, moins jeunes, élus, président de la République, ambassadeur des États-Unis en France récemment. Et on explique pourquoi. Parce que, un, ça n'est pas un lieu communautaire. Deuxièmement, c'est un lieu qui revendique son rôle de gatekeeper, d'éducation populaire, de faire passer le savoir savant dans un savoir militant, un savoir social, un savoir qui peut être traduit en pédagogie, qui peut donner lieu à des actions. Et puis, c'est aussi parce que la question de la promotion des principes et des valeurs républicaines sont au cœur du projet scientifique, éducatif et culturel de la Fondation. Donc, essayer de lui donner du corps et une traduction concrète. Deuxièmement, promouvoir la convergence des mémoires. Très important. Sans doute, si vous suivez les questions mémorielles, si vous vous intéressez, et en tant que citoyen on ne peut que s'y intéresser, sont à l'œuvre des concurrences mémorielles. L'exemple qui me vient en tête en vous parlant ce matin, c'est le travail que nous menons depuis les associations depuis l'origine d'éducation populaire, mais le rapport France-Algérie après la guerre d'Algérie. On le voit, le travail de Benjamin Stora qui a été réalisé il y a quelques mois, mais
des historiens et des associations qui sont imprégnés. Donc on voit que quelquefois, quand tout s'appuie sur la mémoire et pas sur le travail de mémoire, hein, quand on n'est que dans le devoir de mémoire, c'est basé sur l'émotion, sur le souvenir, sur le ressenti, souvent sur la peine et le drame. On a vu notamment en travaillant dans les Balkans, pas facile de faire mettre autour de la table des personnes qui ont, dans l'histoire récente, vécu des drames, s'accusant mutuellement d'être des génocidaires. La question étant moins la question de la qualification à ce moment-là que de la façon dont ils puissent de trouver les moyens pour qu'ils puissent échanger pour construire un projet commun, déjà pour se respecter. Donc pour nous, la convergence des mémoires est un des éléments importants du travail qui est le nôtre, parce que cette concurrence mémorielle attise les différences, continue à structurer les préjugés, donc des discriminations, donc des injustices potentielles, voire plus. Et puis, je vous ai évoqué les actes justes, cinquième élément, qu'elle veut dire, développer l'empathie et la bienveillance dans les activités pédagogiques que nous menons, y compris dans les médiations, mais bien sûr dans les ateliers, dans les actions de formation, dans le choix que nous faisons dans notre programmation artistique culturelle autour du spectacle vivant. Alors non pas une émotion qui vise à, comment dire, manipuler l'individu pour le laisser avec ses émotions. Et même s'il n'y a pas d'intention de manipulation, le laisser avec son émotion. Je vais vous donner l'exemple de on sort d'un camp de mise à mort. On est terrassé par ses émotions. Et on reste là avec ses émotions. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, notre rôle d'éducateur, c'est d'essayer d'abord d'assumer le fait qu'on travaille en partie sur l'émotion. Il y a beaucoup d'analytiques, beaucoup de faits historiques, beaucoup de dates, mais aussi à certains moments donnés de la visite d'atelier d'émotion. Et ensuite, on va le réutiliser pour, dans l'action, notamment inviter à s'engager dans des projets. Mais les travaux, notamment des psychosociologues, j'en parlais tout à l'heure, mettent en évidence qu'une partie des bourreaux, mais aussi de la population avant de devenir bourreau, était frappée par l'annihilation de l'empathie. C'est-à-dire est-ce qu'une fraternité est possible sans empathie? Patrick Livray, que vous appellerez demain, je crois, est intarissable sur le sujet depuis, et puis vous entendez que l'association autour du convivialisme est là aujourd'hui, donc qui est au cœur aussi de ces questions de comment faire fraternité sans convivialité. Et donc ces questions de bienveillance et empathie. Alors bien, on ne les met pas, il y a des questions aussi de niveau, hein, il ne s'agit pas de substituer au savoir historique sur des faits importants. Vous voyez, ce n'est pas de même nature, on ne les hiérarchise pas, on les mobilise en termes d'outils. Le point sur la méthodologie de projet. On a construit autour de cette question de convergence des mémoires, de sciences de l'homme et de la société, d'éducation à la citoyenneté, une chaire internationale de l'UNESCO qui regroupe 20 pays et qui notamment, donc on travaille régulièrement, 3 à 4 fois par an, pour faire le point sur les travaux autour du volet réflexif, hein, convergence des mémoires, la question des étapes, du basculement, de l'impact sur les démocraties. Et on a tiré un programme qui s'appelle la labellisation citoyenne et qui a des éléments du passage à l'action, du comprendre pour agir, qui est cher à l'éducation populaire, comprendre pour agir. On parle souvent de l'action en montant en généralité dans l'éducation populaire, mais c'est un élément important, une étape importante. Et c'est-à-dire de commencer par des actions de sensibilisation, voire de formation, pour identifier des référents labels citoyens et les inciter à développer des idées de projets. Et si projet il y a, nous accompagnons, nos équipes accompagnent ces projets dans leur mise en œuvre, jusqu'à 3 ans d'ailleurs.
Et donc, vous voyez, des projets différents. Là, lors des prochaines rencontres nationales label citoyen, ce seront les 7e qui auront lieu au mois d'octobre. Nous avons 42 projets qui seront labellisés, présentés, puisque c'est un dispositif en partenariat avec la DIFCRA et le Défenseur des droits, et aussi l'Éducation nationale. Donc, vous avez un établissement, une classe de seconde qui va, dans un échange avec une classe polonaise, faire un voyage mémoriel et le filmer. C'est classique, mais c'est un projet nouveau pour ceux et celles qui le portent. Ça va être une jeune société de cinéastes qui réalise un court-métrage onirique et poétique au Camp des Villes pour parler de la question de l'absence suite pour des enfants, fils, petits-fils, arrière-petits-fils de rescapés, et qui produit un court-métrage qui a été présenté depuis dans 12 festivals dans le monde entier. Ça va être une équipe de jeunes étudiants en école d'ingénieur sur la création d'un escape game, on parlait tout à l'heure, au Camp des Villes, sur le parcours d'Herbert Traube, une des personnes qui est toujours vivante, qui a 101 ans cette année, et qui s'est échappée du dernier convoi qui l'a emmené vers Auschwitz au départ du Camp des Villes. Oui, donc, ou ça va être un service d'une collectivité territoriale qui, après sa formation, va créer une newsletter mensuelle sur l'égalité femmes-hommes comme prévention des discriminations. Oui, donc des projets qui sont quand même de toute nature, micro, macro, mais qui, parce qu'on est allé sur un site mémoriel, on n'est pas resté avec ses émotions et avec... on a été invité à passer à l'action, et notamment autour de travaux sur ces questions. Je terminerai par là parce que je vois que Benoît me regarde en regardant sa montre, ce qui est normalement mauvais signe pour l'orateur. Peut-être pour vous un bon signe. Alors, on s'est aussi posé la question, après les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard, le pogrom du 7 octobre, au regard du travail que nous faisons sur le volet réflexif, est-ce que nous allions rester les bras ballants? Donc, nous avons le 7 octobre 2024 organisé, et ça a été unique en France, une journée qui s'appelait Réparer le tissu démocratique face au terrorisme, mémoire, fraternité, réparation. Nous sommes arrivés à réunir des imams, des rabbins, des prêtres, des pasteurs, mais aussi des associations militantes, les guerrières de la paix, les voix pour la paix, des syndicats, dont la CLDT, qui est un partenaire principal de la Fondation, y compris en matière de formation, mais aussi l'UNSA, mais aussi Force ouvrière, mais aussi la CGT. Les principales obédiences maçonniques libérales, les mouvements d'éducation populaire, pour toute une journée autour de 4 tables rondes, venir tenter d'échanger sur ce qui se déroulait et de nommer, là aussi, en passant par l'émotion quand c'était possible pour les individus, et de mettre ces personnes autour de la table pour essayer déjà de verbaliser ou de dire l'impossibilité de verbaliser, y compris quand la colère de part et d'autre est très puissante. Et puis nous avons programmé et co-construit une exposition que vous avez peut-être vue dans sa version initiale à Paris de Johannes Farr, La vie dessinée, qui a été présentée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bon, Johannes Farr, l'auteur du Chat de Rabbin, mais aussi pour les éducateurs de Petits Vampires, etc., etc. Et donc nous avons travaillé avec lui sur y compris lui qui essaye en tant qu'artiste, créateur, prolifique, dessinateur, qui essaye entre la découverte ou la redécouverte de sa culture juive, de sa judéité, son humanisme, comment il essaye de tenir. Et donc, il a créé, et nous avons présenté, et qui est toujours cette exposition temporaire, voilà, un parcours, y compris dans l'axe de la résistance par l'art, qui est un de nos axes les plus importants. Voilà, je vous ai mis, non. Alors, comme je vous disais, la Fondation du Camp des Villes n'est pas un lieu communautaire. Donc, c'est pas le mage, pardon. Mais je vous ai mis une des œuvres que Johannes Farr, que nous exposons en ce moment,
et qui vient quand même interpeller sur la question de la fraternité. Qui est le héros véritable, point d'interrogation, celui qui de son ennemi fait un frère. Voilà, en guise de conclusion provisoire. Je vous remercie de votre écoute attentive.